Alors nous rejoint sur le plateau Olivier Lefebvre. Bonjour Olivier Lefebvre. Bonjour à tous. Alors Olivier, vous êtes rédacteur au risque financier à la Mutuelle des architectes français. Qu'est-ce que ça veut dire, rédacteur au risque financier? C'est-à-dire que je m'occupe des sinistres de nos adhérents, architectes, bureaux d'études, économistes, donc tous les concepteurs, puisque la MAF a sur les concepteurs quelques bureaux de contrôle aussi, tous les risques qui sont lourds pour la mutuelle et les adhérents. Donc, voilà, on parlera avec vous de la gestion des risques dans le contexte du BIM. Alors, nous sommes 3 sur le plateau aujourd'hui. Cet événement, je vous le disais, il est hybride. Cette table ronde, elle est également enrichie par 2 intervenants qui sont avec nous à distance, qui vont tout de suite apparaître à l'écran. Il s'agit d'Emmanuel Di Giacomo, qui est responsable Europe du développement des écosystèmes BIM chez Autodesk. Bonjour Emmanuel. Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Et maître David Richard, avocat au barreau de Paris, docteur en droit, et j'ai envie de dire aussi et surtout expert des questions des domaines de la construction, de l'immobilier et de l'urbanisme, avec une activité qui tourne beaucoup autour du BIM, de la digitalisation de l'immobilier. C'est bien ça, maître ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, très rapidement, après avoir fait ce tour de table, alors Julien, vous êtes déjà présenté, je vais juste évoquer avec chacun d'entre vous, ce que vous allez pouvoir nous apporter comme éclairage dans vos fonctions respectives. Alors, Julien, en tant que responsable innovation et un peu chef de file du BIM, on va compter sur vous pendant cette table ronde pour nous aider à prendre un peu de hauteur sur quel est l'impact en termes de responsabilité et quel est le positionnement finalement des bureaux d'études et leur avis, leurs contraintes, leurs besoins en termes d'éclairage sur ce sujet-là. Avec vous, Olivier Lefebvre, évidemment, on l'évoquait, on va être attentif à bien définir finalement quelle est la différence ou pas finalement entre les garanties telles qu'on les définissait avant le BIM et telles qu'on les définit aujourd'hui. Est-ce que ça génère des évolutions en matière de gestion des risques? Si oui, lesquelles? Avec vous, Emmanuel, on va pouvoir aussi avoir l'avis de l'éditeur, Autodesk est un éditeur partenaire du Rex BIM Tour, sur justement que font les éditeurs aujourd'hui pour intégrer ces notions de responsabilité d'acteurs, ces notions de propriété des données. Parce que, évidemment, au travers de vos solutions, beaucoup d'informations circulent, sont partagées en collaboratif. C'est ce qu'on abordera avec vous, entre autres. C'est bien cela? Oui, exactement. Et enfin, avec vous, Maître Richard, donc on abordera évidemment, on s'appuiera sur vos connaissances nationales, mais également peut-être un peu à un point de vue international sur quelle est la législation aujourd'hui, comment elle est amenée à évoluer déjà aujourd'hui et peut-être encore plus demain en prenant en compte ces nouvelles caractéristiques qu'apporte le BIM dans les projets constructifs. Oui, tout à fait. Très bien. Eh bien justement, on va commencer une première partie. Cette première partie, moi, ce que j'ai envie de vous poser comme question pour installer un peu le terrain, installer un peu le cadre, au final, on se dit pourquoi se poser cette question aujourd'hui de la responsabilité des acteurs, des propriétés des données au travers du BIM. Cette question, elle sera à peu près la même pour vous quatre. Je vais commencer par vous, Maître Richard. Qu'est-ce que le BIM a changé selon vous? Pourquoi on se pose aujourd'hui cette question des responsabilités et de la gestion des risques spécifiquement dans le cadre du BIM? Alors, en fait, le BIM représente un changement important. Votre interlocuteur qui a introduit l'après-midi le disait, on parle de transformation de l'industrie de la construction. Monsieur Mercier reprenait la notion de chamboulement. Donc, il y a vraiment un changement de fond. Et finalement, le premier des changements, c'est qu'on pense l'immeuble qu'on construit ou l'ouvrage, puisqu'aujourd'hui on parle au moins autant d'ouvrages que d'immeubles, au travers de la donnée, au travers d'un processus qui est le BIM. Et donc, si vous voulez, il y a un changement d'approche par rapport, je dirais, à la démarche traditionnelle. Et donc, donc, il y a la question de la donnée. Et l'autre aspect, c'est que comme on est face à des données, on est face à un processus beaucoup plus transversal, alors que précédemment, on était sur des organisations dites en silo, si vous voulez, où on avait un acteur, une mission, une responsabilité. Olivier Lefebvre, donc mutuelle des architectes français. Finalement, pourquoi on se réunit aujourd'hui? Quel est le sujet? Et finalement, pourquoi le BIM aujourd'hui re-questionne ces choses-là? On a envie de se dire, garantir des risques sur un projet constructif, avant, après le BIM, c'est la même chose, oui ou non? Alors, la construction, elle n'est pas nouvelle. Le BIM n'est qu'un nouveau moyen, une nouvelle façon de construire qui utilise une nouvelle technologie d'approche.
Mais il ne faut pas oublier que le BIM, c'est un processus collaboratif qui va amener à l'élaboration d'une maquette numérique, mais qui, au final, doit déboucher sur l'ouvrage réel. Donc, il faut bien finir par construire, pas virtuellement, mais concrètement. Alors, c'est sûr que la collaboration au sein des équipes, c'est là que je diffère un petit peu de Maître Richard. Ce n'était pas nécessairement en silo. Des équipes pluridisciplinaires de maîtrise d'œuvre existent depuis des décennies. Et le travail transversal, on sait le faire. Vous savez le faire. Par contre, ce que le BIM va apporter, c'est qu'on a un nouvel outil qui va engendrer de nouvelles contraintes. Et cet outil, je pense qu'il est beaucoup plus précis que ce qu'on faisait sans lui. Et comme il est beaucoup plus précis en matière de responsabilité, notre droit n'a pas changé au jour d'aujourd'hui. On est toujours sur les règles classiques de responsabilité des gens, responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, et également pour la construction, on est toujours soumis à la garantie décennale. Cette loi n'a toujours pas changé, elle existe depuis 1978. En 1978, le BIM, on en était très loin. Donc, le magistrat qui va avoir à instruire dans le futur, parce qu'on n'a pas encore de recul jurisprudentiel, le magistrat qui va avoir à instruire dans le futur des litiges pour des constructions qui auront été réalisées avec le BIM, va donc s'interroger sur qu'est-ce que c'est que cet outil-là ? Comment est-ce que les gens ont travaillé ? Et c'est là où nous, assureurs, et puis les autres juristes, Maître Richard aussi, on essaye de faire un peu de prospection intellectuelle et juridique, et on se dit comment faire pour que les choses fonctionnent le mieux possible sur le chantier, mais également comment faire pour qu'un magistrat, pour qu'un expert s'y retrouve. Et c'est là où on s'aperçoit que le processus contractuel devient fondamental. Il y a toujours la nécessité d'avoir des contrats pour construire. Maintenant, les contrats, on avait une équipe, je vais prendre pour la maîtrise d'œuvre que je connais bien, une équipe pluridisciplinaire, ok, on va dire au maître d'ouvrage qui va nous dire, je veux construire tel bâtiment. On va dire, ok, j'ai un architecte, j'ai un bureau d'études fluides, un bureau d'études structure, un économiste, un paysagiste, un acousticien, etc. Et tout le monde sait normalement ce qu'il faut faire, sauf que dans la pratique, chacun faisait, et c'est là que je rejoins un peu ce qu'il disait Maître Richard, moi je fais mon truc à moi de mon côté, et puis c'était les interfaces qui étaient compliquées. Et là, aujourd'hui, avec le BIM, les interfaces, il ne faut plus qu'elles soient compliquées, il faut qu'elles soient fluides. Et c'est pour ça que l'environnement contractuel va être fondamental, parce que où classiquement, dans une équipe de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire, on avait une convention de répartition des honoraires, il y aura toujours, on n'avait pas nécessairement un contrat de répartition des tâches. Aujourd'hui, avec le BIM, on ne pourra pas travailler sans une répartition très claire de qui fait quoi, et qui fait quoi, quand et comment. On reviendra sur ces points tout à l'heure. Alors, Julien Mercier, des équipes transversales, il y en a toujours eu. De la pluridisciplinarité, il y en a toujours eu sur les projets. Évidemment, peut-être que le BIM apporte des zones de flou ou des zones grises complémentaires, mais alors du coup, votre avis là-dessus, et finalement, au nom des bureaux d'études et de l'ingénierie, quel est votre avis là-dessus ? Qu'est-ce qui fait qu'on s'est réunis quand même aujourd'hui autour de cette question ? Il se passe quelque chose ? Alors, je ne vais peut-être pas parler au nom des bureaux d'études de l'ingénierie, je vais rester humble, je vais déjà donner mon avis. Les questions, elles se posent. Pourquoi ? Parce que comme ce qui a été dit tout à l'heure, on produit énormément de données et de nouveaux usages. On a aussi, on ne l'a pas dit, mais de nouveaux contributeurs. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles personnes qui potentiellement peuvent apporter de la donnée dans tout cet écosystème. On a aussi de nouvelles personnes qui vont intervenir de près ou de loin pour utiliser ces données qui n'étaient pas forcément en fait, des acteurs historiques. Je pense notamment à l'exploitation maintenance où des DSI peuvent choisir d'aller récupérer des données dans la maquette numérique qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc on a des nouveaux usages, des nouveaux contributeurs, donc des nouveaux acteurs. Et donc, c'est ces zones grises en fait, qui nous ont interpellés à la Fédération Sinov, et c'est la raison pour laquelle on est tous là. Alors, honnêtement, je n'ai pas de réponse, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais effectivement, on se dit, effectivement, il y a les aspects contractuels qui sont très importants, mais je donne un exemple concret. Par exemple, je vais produire une donnée dans ma maquette, elle va être reprise par un tiers, et ensuite, il va y avoir un usage qui va être mis en œuvre grâce à cette donnée. Si l'usage ne fonctionne pas, la question qu'on se pose, c'est où est la responsabilité ? Alors, une fois de plus, je ne suis pas juriste, mais on se dit, est-ce que c'est celui qui a produit la donnée ? Est-ce que c'est celui qui a utilisé la donnée en tant que sachant qui aurait dû vérifier que la donnée était bonne ?
Est-ce que c'est l'outil? Parce que c'est pour ça aussi qu'on souhaitait qu'un éditeur soit là. Est-ce que l'outil peut être mis en cause? Et il y a aussi ce nouvel acteur, donc le BIM manager. Est-ce que lui, en tant que chef d'orchestre de la donnée, j'allais dire, est-ce qu'il peut aussi être impliqué dans les responsabilités, puisque quelque part, il est quand même en charge de rédiger, ou du moins de piloter la rédaction de la convention BIM, on va en parler tout à l'heure, de regarder l'architecture des maquettes, l'architecture des données. Alors, il n'est pas responsable de la véracité de l'information. Si quelqu'un a mis 1000 watts au lieu de 2000, j'irai, c'est pas son travail. Mais pour moi, il est quand même directement ou indirectement impliqué. Et donc voilà, on a beaucoup d'interrogations en fait, on a des nouveaux paradigmes, une façon de travailler. On parlait tout à l'heure de silos, alors c'est pas forcément sur les acteurs mais surtout sur les données où il y a une certaine porosité en fait au niveau des données. Et à un moment donné, il y a ces zones grises, ces interfaces comme ce qui a été dit, et il faut que les choses soient plus claires pour nous. Et comme je disais, parce que quand on a préparé cette réunion, j'ai l'impression qu'on va attendre qu'il y ait un pépin pour que ce soit un juge qui nous dise « Ah ben toi, tu es responsable, toi, tu l'es pas, vous auriez dû faire ceci, vous auriez dû faire cela. » Et je pense que maintenant, il faut commencer à réfléchir ensemble, alors pas que la Fédération Sinov d'ailleurs, avec les juristes, les assurances, d'autres organisations professionnelles, et se dire concrètement comment on doit travailler ensemble. Alors il y a des normes qui existent, l'ISO 19650, je ne vais pas m'étendre dessus, il y a des gens qui ont déjà réfléchi sur ces sujets, mais je pense qu'il y a encore un gros travail à faire. Pendant ces premiers temps, Olivier Lefebvre évoquait aussi la notion de contractualisation. Il n'existe pas de contrat aujourd'hui qui définit les contours du BIM? Alors, ça dépend. Enfin, au niveau des pièces marchées, sans parler vraiment de contrat, sur un marché en BIM, normalement, on a une charte BIM qui doit être fournie par le maître d'ouvrage et un cahier des charges BIM qui va correspondre à des définitions d'objectifs, notamment sur une opération en particulier. Et derrière, on va avoir un document. Donc, le cahier des charges et la charte, en gros, définissent les objectifs attendus, en quoi le BIM, à quoi il va se servir. Et là, ensuite, il va y avoir une convention BIM qui va être rédigée par la maîtrise d'œuvre, souvent pilotée, comme je le disais, par le BIM manager, où là, on va dire, d'un point de vue opérationnel, comment on va répondre à ces objectifs au travers d'usages qui vont utiliser de la donnée. Et c'est là où je trouve que les conventions, aujourd'hui, détaillent trop les aspects techniques, logiciels, livrables, etc., et pas suffisamment les aspects, je dirais, droits et devoirs de chacun, responsabilité de chacun. Et si je reviens sur ces zones grises, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin dans la convention BIM et dire, toi, tu produis cette donnée, voilà la responsabilité que tu as, toi, tu vas récupérer cette donnée, est-ce que tu dois la vérifier ou pas? Enfin, les choses soient beaucoup plus claires. C'est peut-être simplement des échanges ou une discussion, mais je pense que ces aspects sont oubliés parce qu'on doit aller vite, etc., sur les projets. Et je pense que c'est potentiellement une erreur, et j'espère que les juristes vont nous le dire, parce qu'une fois de plus, ce n'est pas mon métier, je fais que des constats, moi. Donc voilà, la situation. Alors, pour compléter peut-être concernant le BIM manager, moi j'aimerais qu'on parle un petit peu avec vous du rôle du BIM manager. Est-ce que dans votre métier, vous avez été exposé à des cas précis, ou est-ce que vous vous posez cette question aujourd'hui dans le cadre de la garantie des ouvrages où il y a du BIM, du rôle, de la place et quelque part de la responsabilité du BIM manager ou non? Oui, bien sûr qu'on s'est posé la question il y a déjà de nombreuses années, puisque moi je rejoins beaucoup ce que dit Julien. Il y a un besoin pour vous, les techniciens qui vivez sur le BIM, il y a un besoin de où est-ce qu'on va aller et comment est-ce qu'on fait sur le plan contractuel. Donc effectivement, il y a une nécessité de réflexion, de travail, ce que nous à la MAF on a fait, mais d'autres le font aussi. Oui, il va falloir définir de plus en plus de choses. Je voudrais juste rappeler un point qu'on oublie souvent dans nos discussions, et ça m'avait frappé quand on avait préparé ça, c'est qu'on parle, tu as raison Julien, on parle de charte BIM, de cahier des charges BIM, ça c'est le maître d'ouvrage et son AMO qui vont le déterminer. On parle de convention BIM, mais on oublie quand même qu'au départ, il y a un contrat pour les maîtres d'œuvre, des marchés pour les entreprises, qui vont dire on construit quelque chose de réel, pas que la maquette. On va utiliser la maquette, mais c'est un outil, c'est un moyen, c'est une finalité, mais ce n'est pas la finalité réelle. Et c'est donc bien dans l'environnement contractuel, il ne faut pas oublier qu'on a au départ le marché qui est confié au maître d'ouvrage, à l'entreprise de gros œuvres, de fluides, au maître d'œuvre. Et puis ensuite, là, dans ces contrats-là, il va falloir faire référence à la charte BIM et à la volonté du maître d'ouvrage d'utiliser le BIM. Et ensuite, il faut qu'il y ait une convention BIM faite par le BIM manager. Alors le BIM manager, on va en parler. J'ai fait un petit détour pour répondre à ta question. C'est parfait. Julien, juste une parenthèse, on parle de convention BIM tout à l'heure. Est-ce qu'on peut rappeler, parce qu'il y a du jargon dans le domaine du BIM, il y a différents types d'outils, de documents. On entend tantôt parler de charte BIM, on entend tantôt parler de convention BIM. Est-ce qu'on pourrait avoir un éclairage rapide sur ce que sont ces supports qui, à un moment donné, auront un rôle à jouer dans la détermination des responsabilités? Charte BIM, convention BIM.
Parce que c'est vrai qu'on pourrait s'étendre, mais comme je le disais tout à l'heure, rapidement, la charte BIM, c'est les objectifs généraux du maître d'ouvrage qui va rappeler ces objectifs qui peuvent être par exemple la communication sur projet, ça peut être l'amélioration de la qualité, les diminutions des aléas, donc c'est des objectifs assez généraux. Il ne fixe que les objectifs et pas forcément les moyens pour les atteindre. Il va définir aussi idéalement sa charte digitale, je dirais, sur la codification des objets et certaines règles numériques pour pouvoir intégrer idéalement sa maquette en exploitation-maintenance. Donc lui, il définit dans des objectifs effectivement plutôt globaux. Le cahier des charges BIM, lui, il va correspondre à un projet en particulier. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple pour la ville de Marseille, une charte globale, générale, pour tous les équipements de la ville, et sur un projet en particulier, la rénovation d'une école, de dire sur ce projet-là, les objectifs sont, du fait qu'on a une rénovation, modélisation de l'existant et traitement de certains aspects. Donc voilà, donc on réduit en fait la maille potentiellement. Et après, il y a la convention, qui est effectivement le document qui est produit par les équipes de maîtrise d'œuvre, qui, elles, vont en fait répondre à ces objectifs au travers, effectivement, d'usage, c'est ce que je disais tout à l'heure, et elles vont décrire le moyen, comment concrètement elles vont mettre en œuvre les moyens nécessaires en termes de moyens humains, moyens matériels, de collaboration, etc. Comment elles vont faire. Et le BIM Manager orchestre tout ça. Et ça devient une pièce qui, à la fin, doit être signée par toutes les parties. Alors, ce n'est pas fait systématiquement, mais nous, on le conseille, ça doit être signé, parce que tout le monde doit s'engager là-dessus, et validé, bien sûr, par le maître d'ouvrage qui, au travers de son AMO ou pas, ou s'il a les compétences en interne, dire la façon dont vous avez proposé de répondre à nos enjeux nous convient. Et c'est là où je pense que la Convention ne va pas assez loin, c'est ce qu'on constate nous, elle ne va pas assez loin justement sur les rôles et responsabilités. Il ne suffit pas simplement de décrire ce qu'on va faire, mais c'est de dire effectivement ce que je vais produire par rapport aux tiers, dans quel engagement j'ai vis-à-vis des autres en fait, tout simplement. David Richard, on l'a vu tout à l'heure avec Olivier, il évoquait le fait que finalement les fondamentaux n'ont pas changé. Un projet doit aboutir à un livrable, un bâtiment avec des conformités, des non-conformités, des sinistres, etc. Et que finalement, c'est ça qui conditionnait aussi la responsabilité des acteurs. En préparant cet échange, vous avez évoqué avec nous un élément complémentaire qui est la notion de DOE, finalement, qui a priori est aussi une demande croissante de la part des maîtres d'ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, tout à fait. Alors, le DOE, c'est ce qui arrive à la fin. Mais juste, si vous permettez, je voudrais rebondir sur ce qu'ont dit Olivier et Julien et peut-être compléter ce qui a été dit. Donc, on a vu qu'on a d'un côté, c'est ce que disait Olivier, des contrats qui vont lier les différents intervenants aux maîtres d'ouvrage et qui vont définir leur mission. Et Julien disait, par rapport à la démarche BIM, on a à la fois une charte qui va décrire les objectifs généraux et une convention qui va s'attacher à aller dans le détail et à répondre à ces objectifs au travers des moyens à mettre en œuvre. La convention BIM va s'appliquer à tous les acteurs du projet qui participent au projet BIM, et c'est pourquoi la convention est signée par tous les acteurs. Selon vous, Julien, le BIM Manager, aujourd'hui et demain, en fonction de l'importance et le côté un peu pivot central de son rôle, est-ce que sa responsabilité sera de plus en plus engagée ou pas ? Disons que je vais faire une réponse pas de Normand, mais concrètement, justement, si on revient sur cette notion de contractualisation, je dirais que s'il reste dans le cadre où il n'intervient pas du tout sur l'acte de construire, et c'est là où les assureurs, justement, c'est important d'échanger avec eux, c'est-à-dire qu'à partir de quel moment ils considèrent qu'on est redevable, notamment de la décennale. Et c'est là où, justement, il y a un fil rouge à ne pas dépasser. Je prends un exemple simple. Vous êtes BIM manager, vous faites un contrôle de maquette. Vous dites, par exemple, que les IFC ne sont pas bons. Vous avez fait votre job. Et par exemple, l'IFC slab a été utilisé pour faire une toiture, cas d'école. Bref, il y a deux façons de faire. Soit vous faites simplement votre contrôle et un rapport, vous pouvez accompagner l'entreprise, etc. Il y a aussi certains BIM managers qui vont dire, parce que la maîtrise d'œuvre ne sait pas faire, je ne sais pas changer l'objet, je ne sais trop quoi, va faire le travail à la place de la maîtrise d'œuvre. Et là, pour moi, on franchit la ligne. On vient de modifier la maquette. Alors ça peut paraître anodin comme travail, mais on a modifié la maquette et pour moi là on peut être... Et c'est là où justement, je reviens sur ces zones grises, il peut y avoir des actes tout à fait anodins
notamment de modifier une maquette, de paramétrer une maquette. C'est des choses que nous, dans mon cabinet, on peut faire, paramétrer. Moi, je le dis à mes collègues, à mes collaborateurs, faites attention avec ça. Si vous paramétrez une maquette, si vous commencez à modifier des maquettes, on sort de notre mission. C'est pas qu'on veut pas le faire. Alors aujourd'hui, on a assuré en décennal pour information, hein, parce que nous, maintenant, je prends plus de risques avec ça. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est le contrat qui va décider si vous êtes le niveau de responsabilité que vous avez. Et une fois de plus, je pense qu'il faut être très très clair dès le départ. Et l'assureur, je pense, va répondre, et l'avocat, parce que c'est leur métier. Mais nous, voilà notre position. Olivier Lefebvre, un complément, je vous voyais opiner de la tête, mais je sais que c'est nuancé quand même finalement votre avis sur la responsabilité du BIM manager. Je rejoins complètement ce que dit Julien, à savoir que le BIM manager, c'est pour nous, en tant qu'assureur, un métier à part. Il n'est pas constructeur, c'est pas le BIM manager en général, c'est un des concepteurs. Ça peut être quelqu'un de complètement étranger à la construction, ce qui là pose un vrai problème si on devait mettre de la décennale dessus. Mais le BIM manager, son rôle n'est pas de mettre des éléments dans la maquette. Ce n'est pas à lui de concevoir l'ouvrage. Ce n'est pas à lui de regarder comment c'est conçu. C'est à lui de regarder comment on assemble la maquette numérique. Il a une responsabilité. Je ne dis pas que le BIM manager n'aura pas de responsabilité. Loin de là, il en a une. C'est un peu l'OPC de la maquette. Mais il n'est pas l'organisateur, le planificateur, le coordinateur. C'est ça qu'il doit faire, mais il n'est pas concepteur. Donc pour moi, et c'est là où nos avis, on dit la même chose, donc ensuite sur la forme, tu es prudent et tu as trouvé un assureur qui assure le BIM manager en décennale. Nous, à la MAF, on dit bien à nos adhérents, attention, le BIM manager n'est pas un constructeur et ne doit pas le devenir. Et effectivement, le grand danger pour le BIM manager, c'est de dire, bon, faut que le truc avance, il y en a un qui ne me rend pas son livrable au bon moment, c'est pas grave, je sais le faire, je vais le faire à sa place. Ligne rouge franchie. Là, ce qu'il m'a donné, c'est pas bon, je vais le rectifier. Non, c'est pas possible. C'est là où, effectivement, le BIM manager prend un énorme risque de se retrouver constructeur. Et la question qui va se poser, c'est sera-t-il assuré pour ça ? D'accord, on va poser la question à David Richard également, qui lui aussi avait un avis intéressant. Ensuite, on se retournera vers Emmanuel, car en tant qu'éditeur aussi se pose cette fameuse question des responsabilités. Alors, David Richard, welcome back. Votre avis sur cette responsabilité actuelle, à venir, point d'interrogation, hein, quand je dis ça, du BIM manager, et voire d'autres métiers finalement peut-être que le BIM manager? Oui, alors je vais rebondir sur ce que disait Olivier puis Julien. Donc la position de principe qu'a Olivier est en gros la position dominante. C'est vrai que le BIM manager n'est pas un constructeur à part entière. Simplement, il peut le devenir et d'une certaine façon, plus l'immeuble numérique va peser sur l'immeuble à construire, et plus la question, à mon sens, se posera. Et je pense que c'est un peu le sens de l'histoire. Je dirais qu'aujourd'hui, on a déjà des maîtres d'ouvrage qui disent, moi, vos histoires, constructeurs, pas constructeurs, c'est pas mon problème. Je veux un interlocuteur responsable, donc assuré en décennale. Et je pense que Julien a le bon réflexe de ce point de vue-là. Et je dirais, en tant qu'avocat, ce qui se passe quand on sera en situation de recherche de responsabilité, c'est qu'on n'aura pas un raisonnement comme on a actuellement. Est-ce que la mission concerne la construction ou pas ? On dira, est-ce que le problème est lié ou pas au processus BIM ? Et si la réponse est oui, alors tout le monde, même les gens qui aujourd'hui disent le BIM manager n'est pas constructeur, tout le monde cherchera à engager la responsabilité du BIM manager. Je ne sais pas quelle sera in fine la position de la jurisprudence. Et d'ailleurs, la position pourra évoluer dans le temps. On peut avoir des décisions dans un sens puis dans l'autre. C'est, à mon avis, une question qui va mettre du temps à se stabiliser. Donc, d'une façon générale, je pense que malheureusement, il y a un risque et de façon pragmatique, il vaut mieux y répondre en passant sur la position de Julien, même si, d'une certaine façon, d'un point de vue, je dirais, sémantique, c'est sans doute Olivier qui a la position la plus orthodoxe et je la respecte tout à fait de ce point de vue-là. Mais en pratique et d'un point de vue pragmatique, moi, je pense qu'il y a un risque et il vaut mieux le traiter en amont plutôt que d'attendre un pépin parce que ce sont des contentieux très durs. On est face à des assurances obligatoires, donc il y a des systèmes de sanctions pénales, enfin tout ça est très désagréable. Alors,
Ceci dit, et pour atténuer un peu mon propos, il faut aussi prendre garde parce que se soumettre à la garantie décennale, c'est pas rien, c'est une garantie extrêmement exigeante, sévère, en particulier avec la maîtrise d'œuvre. Et donc, je pense qu'il faut prendre garde à cantonner le risque qui est supporté par le BIM manager à un risque résiduel. Il sera bien sûr constructeur non réalisateur et il ne faut pas, si vous voulez, créer un appel d'air pour qu'on rende demain responsable le BIM manager de choses sur lesquelles il n'aurait rien à voir au prétexte que la question, la problématique est liée à la donnée, à la data. Mais c'est vrai que et je finirai là-dessus, pour reprendre l'exemple chiffré de Julien, des 1000 watts. En général, les 1000 watts, ils n'arrivent pas comme ça en valeur absolue. C'est un certain nombre d'opérations qui permettent d'arriver aux 1000 watts. Et le BIM manager, dans sa façon dont il va concevoir les processus, peut avoir une part de responsabilité. Auquel cas, ce sera très difficile de ne pas le considérer comme un constructeur. Mais encore une fois, on est aujourd'hui malheureusement sur des hypothèses théoriques parce qu'on n'a pas le recul et que ça va prendre du temps. Mais alors, je pencherai sur le... Oui, justement, je me permets, excusez-moi, on part sur des hypothèses théoriques. Julien Mercier disait tout à l'heure, on attend souvent qu'il se passe quelque chose avant de réagir et de progresser. C'est la fameuse question finalement des jurisprudences, des retours d'expérience. Est-ce qu'il y en a en France? Sinon, est-ce qu'il y en a à l'étranger sur lesquels on pourrait s'appuyer, en tout cas pour voir un peu comment ce sujet est abordé en cas de sinistre, en cas de pépin, en cas d'incident? Comment c'est traité à l'étranger si ça ne l'est pas encore, si ça ne fait pas encore l'objet d'une jurisprudence en France? Alors, effectivement, il n'y a pas de jurisprudence en France. Le système de la garantie décennale est un système purement français, c'est-à-dire qu'on ne le retrouve pas en tant que tel à l'étranger. Les acteurs étrangers qui participent à des opérations de construction sont assurés, mais il n'y a pas un système d'assurance légale, obligatoire, avec des sanctions pénales à la clé. Donc ça, c'est vraiment propre. La loi Spinetta, par définition, elle ne s'applique qu'en France. Donc très concrètement, s'il vous plaît, désolé parce que le temps tourne. J'aimerais ensuite qu'on enchaîne avec Emmanuel Di Giacomo, mais on a parlé du Royaume-Uni, on a parlé aussi un peu de l'Italie en préparant ce rendez-vous. Oui, alors donc au Royaume-Uni, il n'y a pas une jurisprudence directe sur cette question, mais indirecte qui porte sur la mission du BIM manager et la propriété des données. Et on a considéré, si vous voulez, que le BIM manager n'était pas le propriétaire des données, c'est-à-dire il ne fait pas la donnée, c'est pas lui qui va écrire, comme le disait Julien, les 1000 watts dans la maquette. Racontez-nous un peu l'histoire qui a amené à cette décision finalement. C'est intéressant, le cas concret. Le cas concret, c'est en fait un BIM manager qui avait des travaux supplémentaires que ne lui payait pas son client, en l'occurrence l'entreprise générale, enfin on était face à un contrat de build and design, donc un contrat de conception de réalisation, et donc le BIM manager a coupé l'accès aux données, ce qui a mis en échec le projet et l'a mis en échec d'une façon durable. Donc il y a eu un enjeu sur cette question de l'accès aux données, et le BIM manager disait vous ne pouvez pas accéder aux données parce que ce sont mes données, et l'entreprise générale qui représentait le maître d'ouvrage disait non, ce ne sont pas vos données, ce sont des données qui vous ont été transmises et que vous avez simplement gérées, managées, mises en forme. Et là-dessus, la Cour a donné raison au maître d'ouvrage en le condamnant quand même à payer les travaux supplémentaires. Ça intéressera Julien au BIM manager. Mais on peut donc en conclure que, et je pense que la décision est assez juste, et d'ailleurs le Royaume-Uni est relativement en avance sur toutes ces questions-là. En fait, le BIM manager n'est pas le producteur de données, mais est un peu le maître d'œuvre de la donnée. Et donc, pour en revenir à la discussion qu'on avait tout à l'heure, je pense que d'une certaine façon, ça confirme l'idée selon laquelle il y a un risque de voir une action en responsabilité décennale engagée contre un BIM manager. Merci. Emmanuel Di Giacomo, alors on vient d'entendre cette expression, le BIM manager, une sorte, aujourd'hui peut-être encore plus demain, de maître d'œuvre du BIM, de la donnée. Évidemment, il va devoir s'appuyer sur des écosystèmes, des solutions, des logiciels. Et donc, vous voyez où je veux en venir, Emmanuel. Comment un éditeur comme Autodesk, aujourd'hui, va
poser des garde-fous, accompagner ses utilisateurs, parce qu'on se dit que l'utilisation aussi des solutions, si elle est plus ou moins bien faite, avec une plus ou moins grande maîtrise des livrables et des rendus et des impacts sur les acteurs qui vont prendre ces données suite à un autre, etc. Comment vous abordez ce sujet-là? Est-ce que ce sont des questions qu'on vous pose aujourd'hui, que vous posent vos clients? Oui, effectivement, Arnaud, on nous pose régulièrement ce type de questions, mais nous, on a comment dire, un positionnement qui est assez finalement pragmatique, hein, c'est-à-dire que un BIM manager, ou d'ailleurs, je trouve que c'est assez restrictif de parler uniquement du BIM manager, parce que ce n'est pas le seul faiseur finalement du projet. On sait qu'on a différents niveaux comment dire, de rôle. On a des BIM coordinateurs, on a des BIM modelers. Vous m'entendez? Très bien, oui. Ah d'accord, pardon. Oui, on a des BIM managers, on a des BIM coordinateurs, des BIM modelers, etc. Et chacun, d'une part, a sa part de responsabilité. Il faut savoir que dans beaucoup d'entreprises, vous avez en général un chef de projet qui soit architecte ou ingénieur, etc. Et il va avoir une équipe qui va être en charge de retranscrire sa pensée intellectuelle, sa conception, etc. Donc, faire reposer une responsabilité uniquement sur un BIM manager ou un technicien de technologie numérique, je pense qu'il faut aussi faire attention. Par contre, par rapport à effectivement le type de questions qu'on peut avoir, c'est nous, on va nous challenger sur des résultats. Je vais prendre un exemple très simple. Sur un export, par exemple, d'un modèle dans un format donné, nous, on va s'assurer que la méthodologie et le processus qui a été utilisé soit le bon. Et on va analyser de manière assez froide, finalement, dans la mesure du possible, comment les gens ont travaillé avec nos solutions. Si on se rend compte qu'effectivement, il y a eu un défaut d'utilisation de nos solutions qui amène à des erreurs, donc nous, dans ce cas-là, on va expliquer qu'il y a un manque de connaissances autour de nos solutions et de certaines fonctionnalités particulières. Et on va soit conseiller aux professionnels de se rapprocher de leurs partenaires habituels qui les forment et qui les accompagnent, soit par exemple, d'aller lire des tutoriaux, etc., ou l'aide en ligne de notre logiciel. Nous, on n'est pas là pour prendre parti pour l'une ou l'autre des parties justement du projet. Donc, ce qui est très important, c'est effectivement que les gens que les professionnels soient en mesure, c'est exactement comme finalement le permis de conduire, hein, on peut très bien savoir conduire basiquement une voiture, mais dès qu'il va falloir faire des choses un peu exceptionnelles, s'il fallait tourner sur un circuit, faire une course, régler la voiture finement au niveau aérodynamique ou la faire évoluer, etc., c'est pas donné à tout le monde. Il faut des formations pour ça. Donc, on ne s'improvise pas BIM manager ou BIM coordinateur. Et nous, on rappelle toujours à nos clients qu'effectivement, il faut qu'ils s'assurent d'avoir les compétences, le savoir, l'expérience sur nos outils. Parce que ça a effectivement un impact ensuite sur la responsabilité de ce qu'ils vont créer. Alors, on parlait de... Allons au-delà du BIM manager. Est-ce que ce type de compétences aujourd'hui se développe a priori, ça devient stratégique. Ça l'est déjà depuis quasiment l'origine du BIM. Mais comme ça monte en compétences et que de nouveaux métiers arrivent, vous le disiez, est-ce que ce type de compétences se développe aussi chez les maîtres d'ouvrage et peut-être aussi les responsabilités qui vont avec? Alors, ce qu'on va trouver chez les maîtres d'ouvrage, c'est pas forcément un BIM manager au sens propre, comme on le voit dans la plupart des sociétés qui vont faire de l'AMO BIM ou dans un bureau d'études ou une agence d'architecture. Par contre, on va trouver ce que certains appellent des champions BIM ou des référents BIM, etc., ou des gens qui portent cette vision du BIM. Donc, on va trouver ce type de métier. Parfois, on va pouvoir trouver aussi le BIM management intégré, mais c'est extrêmement rare parce que, encore une fois, ça nécessite une responsabilité, des équipements, un financement spécifique, etc. Et un maître d'ouvrage n'a pas forcément le temps et c'est pas forcément son rôle de faire le BIM management sur toutes ces opérations. Par contre, ce qu'on trouve de plus en plus, parce que là où les maîtres d'ouvrage ont compris l'intérêt du BIM, c'est effectivement, comme on l'a déjà abordé, c'est sur
sur la phase d'exploitation et maintenance, notamment au travers de l'exploitation de jumeaux numériques, mais ça reste naissant quand même en France, hein, faut pas non plus exagérer, hein. On en est qu'au tout début, mais ce qu'on va trouver, c'est des gens qui sont en charge de la gestion des données qui sont générées une fois qu'on a récupéré les modèles qui ont été, fédérés. Donc on va trouver de plus en plus ce qu'on appelle des BIM Data Managers. D'ailleurs, vous parliez des pays voisins, l'Italie, par le biais de son organisme national de certification UNI, qui est l'équivalent de l'AFNOR, a normalisé les métiers du BIM, et notamment, vous avez un métier qui s'appelle le BIM Data Manager, qui est en charge justement de gérer tout ce qui touche autour des CDE, Common Data Environment, tout ce qui touche autour de la donnée, etc. Et ce type de personnes, effectivement, on peut les retrouver effectivement chez des AMOB, mais on va commencer à en avoir de plus en plus chez les maîtres d'ouvrage, chez les propriétaires. Merci Emmanuel Di Giacomo. Alors, je rebondis sur ce que vous disiez au niveau des AMO, en échangeant sur ce sujet avec vous, Julien. On a évoqué aussi des acteurs finalement qui sont à prendre en compte dans la chaîne de valeur du BIM et la gestion du BIM. Ce sont les DSI, les personnes qui traitent et sont responsables du traitement des systèmes d'information, notamment chez les maîtres d'ouvrage, hein, qui deviennent propriétaires à un moment donné des données produites. Est-ce que les DSI aujourd'hui ont une vision assez claire, montent en maturité sur ces questions-là, ou est-ce que justement demain, un accompagnement, une meilleure connaissance de ce qu'est le BIM leur permettrait d'apporter une valeur ajoutée? La question n'est pas simple. Non, pas simple la question. Non. Mais effectivement, on parle depuis le début de cette réunion, on parle de données, et effectivement les DSI sont complètement impliqués sur le sujet. Et on a évoqué aussi les DOE pendant la période compliquée technique. Simplement, effectivement, le BIM aujourd'hui, on s'aperçoit que un des objectifs, on parlait d'objectifs tout à l'heure, c'est vraiment l'exploitation-maintenance, et donc la maquette DOE, voire maquette GEM, plutôt gestion exploitation-maintenance. Et cette maquette, quand elle arrive dans les mains du maître d'ouvrage, il faut qu'il puisse en faire quelque chose, et ces datas, qu'il puisse les exploiter. Et c'est là, effectivement, où je pense, enfin, on est à peu près tous d'accord là-dessus, que le DSI, qui a déjà un système d'information en charge d'un système d'information global, qui peut gérer des aspects financiers, des ressources humaines, etc., il va récupérer potentiellement ce qu'on appelle un système d'information patrimonial, un SIP. Et s'il n'arrive pas à l'intégrer dans son système global, c'est là où on parlait aussi de Common Data Environment, alors plutôt en phase projet, mais on a une vision plutôt globale de la data, d'où la nécessité d'interopérabilité d'ailleurs. Donc le DSI, effectivement, pour nous, il faut qu'il soit très en amont sur ces sujets, c'est-à-dire qu'il participe effectivement à la rédaction de la charte, et on parlait tout à l'heure aussi de codification, etc. Donc voilà, pour moi, il faut qu'il assure l'interopérabilité. Donc s'il nomme par exemple un espace, un bureau, par exemple dans une base de données qu'il a déjà d'une façon différente dans la maquette numérique, ça ne va pas fonctionner. L'informatique, c'est assez bête, hein. Donc si c'est bureau avec un numéro dans son système, il faut que dans la maquette, ce soit bureau avec un numéro pour qu'il puisse après faire converger en fait l'information. Et cette compétence, et je pense que la plupart des DSI maintenant ont pris conscience de tout ça, tout du moins les collectivités ou les maîtres d'ouvrage qui font du BIM, et on les voit arriver de plus en plus et s'impliquer dans les réunions, notamment dans les missions d'AEMO BIM. Merci. Je vous propose d'aborder, on a beaucoup parlé du BIM Manager, des responsabilités et des nouveaux acteurs qui entrent en jeu finalement dans ce contexte BIM. Pour conclure, avant la partie questions-réponses, j'en profite pour rappeler que sur le chat de YouTube auquel vous êtes connectés, vous pouvez poser vos questions, et que nos invités aussi aujourd'hui dans la salle peuvent aussi poser leurs questions, qu'on abordera dans 10 minutes, même pas, dans 10 minutes, dans 2 ou 3 minutes, pardon. Un tour de table finalement, si on se projetait un petit peu vers l'avenir, Olivier Lefebvre, demain, comment va évoluer la gestion des risques selon vous? Quels sont les nouveaux aspects qui risquent d'entrer en jeu? Comment votre métier va évoluer finalement pour anticiper, accompagner ces nouveaux enjeux de responsabilité, gestion des risques, etc. Nous, en matière d'assurance, ce qui va être amené à évoluer, et ce qu'on va être amené à découvrir, c'est quelles vont être les éventuelles responsabilités nouvelles des constructeurs. Et je suis désolé, je vais revenir sur le BIM Manager, parce que lui, c'est un nouvel élément dans la construction, un nouvel acteur de la construction. Il n'était pas dans vos modèles non. Au départ. Mais ceci dit, j'ai déjà vu, moi, en 30 ans, j'ai déjà vu apparaître un acteur que tout le monde connaît ici, c'est le coordonnateur SPS. Quand le coordonnateur SPS, sécurité, protection, santé, est arrivé sur le chantier,
C'est sûr que quand il y avait un accident dans le chantier, on allait rechercher sa responsabilité. 20-30 ans, ça C'était il y a, vingtaine d'années environ. 90. Ouais, c'est ça. Quand il y avait un accident dans le chantier, je ne me posais pas la question, c'est oui, je vais devoir le défendre, oui, je vais peut-être devoir payer s'il a commis des erreurs. Et on allait le rechercher parce que c'était tout nouveau quand il y avait également des sinistres de nature décennale, c'est-à-dire des problèmes après réception sur le bâtiment. Or là, la jurisprudence, on a été amené à défendre les choses et on a dit, ben non, regardez son contrat, il n'est pas concerné. Il n'est pas constructeur au sens de la décennale. Ce que disait Maître Richard David tout à l'heure, c'est oui, est-ce que le contrat du BIM manager, est-ce qu'il va être rentré dans la décennale ? Où je ne partage pas son avis, mais nous sommes tous les deux dans la prospective, donc je ne suis incapable de dire qui a raison et qui a tort. Et puis, comme il l'a dit fort justement, la jurisprudence peut dire une chose au départ et changer d'avis. Je reviens aussi sur ce que disait Julien. Ce qui est très important, c'est comment le contrat est fait. Et il faut que le contrat soit très précis. Juste un petit rappel juridique, et je sais que je ne suis pas avec des juristes, la décennale, ça incombe à tous les constructeurs qui sont liés au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Donc la question qui va se poser quand on va faire un contrat de BIM manager, c'est est-ce qu'on va pouvoir rattacher ça à du louage d'ouvrage ou pas ? Et c'est là où c'est très important de dire, voilà ce que doit faire le BIM manager, voilà dans la convention BIM, qui fait quoi ? Pourquoi ça n'apparaît pas de manière plus précise aujourd'hui ? Vraiment en 30 secondes. Est-ce que demain, une convention BIM... mais du coup, si ça apparaît, c'est lisible. On est en France, on n'a pas de règles qui imposent un contrat plutôt qu'un autre. Donc, c'est la libre pratique contractuelle. Nous, à la MAF, on a proposé à nos adhérents des contrats types d'AMO BIM ou de BIM manager, justement pour protéger d'un certain nombre de choses, pour éviter qu'ils ne mettent le doigt dans ce qui les emmènerait à être condamnés. On en parlait en aparté avec Julien. Un BIM manager qui serait simplement informaticien, je ne dis pas de bêtises, ça existe. Ça existe. Alors, il faut éviter, mais il y en a. Donc voilà, moi je dis ça existe, je fais juste ce constat-là. Un informaticien, pour aller trouver un assureur en décennale, il ne trouvera pas. Donc ça sera très compliqué. Je suis d'accord avec Julien, nous aussi, on n'en prend aucun. On ne prend que des gens du bâtiment, de la conception à la MAF pour faire BIM manager. Dernière question, en ce qui vous concerne, on est là aussi pour se projeter un petit peu. Le BIM, finalement, écosystème collaboratif, dans le cloud, avec des données qui circulent, etc. Vous voyez où je veux en venir. Est-ce que finalement, il y a un sujet dont on voit, les études le montrent, qui est peu pris en compte ou pas assez aujourd'hui, parce qu'elles sont très exposées à cela, les TPE, PME notamment, la cybersécurité. Est-ce que le BIM vous fait craindre ou constatez-vous déjà que le BIM occasionne plus de risques et exponentiels pour l'avenir en la matière ? J'ai pas de recul, je ne sais pas, mais effectivement, comme tout outil numérique, on a un problème de cybersécurité. Comment est-ce que... Mais alors ensuite, la cybersécurité, en cas de problème, en cas d'attaque, qui est responsable ? Est-ce que c'est le BIM manager ? Est-ce que c'est le site qui l'utilise pour héberger la maquette ? Là, j'ai pas de réponse. Je pense par contre qu'il y a une réponse que je vais apporter. Enfin, je n'avais pas parlé à ma direction, mais je crois que ça va être difficile pour un assureur de constructeur de dire tu vas assurer la sécurité numérique de la maquette parce que tu assures le BIM manager ou que tu assures un des constructeurs. C'est pas du tout dans notre vocation et c'est vrai que ça va vraiment interpeller. Il y a une notion immatérielle qui entre en compte. Immatérielle qui entre en compte, mais le site sur lequel on héberge la maquette, à qui appartient-il ? Comment est-il géré ? Et voilà. Et est-ce que c'est l'assureur du constructeur ou l'assureur du BIM manager qui doit gérer cette responsabilité ? C'est compliqué. Moi, je suis assureur d'un architecte qui me dit je suis architecte, je travaille dans le BIM, je suis architecte dans le BIM et j'ai une double casquette, je suis également BIM manager. Si la maquette qu'il est en train d'agréger se retrouve piratée et que les pirates arrivent, les hackers arrivent à dire plus personne n'accède à la maquette sauf si vous me payez 1 million d'euros, est-ce que c'est l'assureur du BIM manager qui doit prendre ça en charge ? Actuellement, on ne le prend pas. Bon, beaucoup de questions encore qui se posent. Donc, d'autres rendez-vous à venir entre acteurs, on l'espère. On va se reconnecter avec David Richard et Emmanuel Di Giacomo à
à distance. David Richard, quelques compléments peut-être sur les perspectives et les questions encore qui se posent aujourd'hui sur l'avenir en matière de prise en compte et de lisibilité sur les responsabilités finalement et de la législation. Qu'est-ce que vous voyez vous poindre à l'avenir? Est-ce qu'il y a aussi des nouveautés finalement à anticiper que vous avez déjà commencé à intégrer dans voilà, votre analyse des responsabilités dans le BIM? Alors, je pense qu'il y a plein de questions qui se posent déjà, auxquelles on répond plus ou moins partiellement. Il y a beaucoup d'autres questions qui vont continuer à se poser. Vous parlez de la cybersécurité, il y a aussi la question des données sensibles, il y a la question de la prise en compte de la norme ISO 19650 qui va monter en puissance. On voit le phénomène se développer à l'étranger. Je pense que ça va être le cas en France de plus en plus. Donc, il y a tout un tas de sujets. Je pense qu'il n'y a pas d'impossibilité de répondre à ces sujets. L'important, puisqu'on est dans une phase où les choses sont en train de se mettre en place, c'est peut-être d'avoir des approches un peu plus collectives et de décider, je dirais, à plusieurs autour de différentes structures, comment on va approcher la question. Par exemple, la sécurisation du processus BIM et l'annexe juridique dont je parlais tout à l'heure. Moi, je travaille sur ces sujets-là avec mes clients, mais je pense qu'il serait intéressant de regarder et de faire un petit peu comme ça se fait au Royaume-Uni, avoir une démarche plus large, plus nationale, pour dire les choses très clairement, de façon à cadrer un peu l'exercice pour tout le monde et à le sécuriser. Et puis ensuite, en fonction des difficultés, parce que, encore une fois, les choses vont continuer à évoluer, eh bien, on peut faire bouger les choses. Olivier le disait, la question de la responsabilité, il est possible qu'elle évolue dans le temps comme la jurisprudence. Mais à chaque fois, on est préparé et d'une certaine façon, on a décidé de la façon dont on allait traiter la question. Et ça sécurise tout le monde et ça permet à tout le monde de travailler et de créer de la valeur dans de bonnes conditions. Donc, je pense que les sujets sont nombreux, mais les préparer, c'est à mon avis de la condition sine qua non. Et les préparer à un certain niveau, ça donne de la visibilité pour tout le monde. Et je pense que ça permet de mettre en place une dynamique positive, excusez-moi. Merci, merci Maître Richard. Donc Emmanuel, David Richard le disait à l'instant, les choses évoluent, les choses comment dire, ne sont pas figées. C'est le cas aussi des technologies, c'est le cas aussi des nouveaux usages qu'offre le numérique au-delà du BIM. Et finalement, quelle est la vision d'un éditeur très en veille et en prospective comme Autodesk sur l'évolution de cette question liée aux nouveaux usages, aux nouvelles technologies, peut-être en citant une ou deux? Alors, il est évident que si on ne se projette pas dans l'avenir, on ne pourra pas imaginer justement comment doivent évoluer ces problématiques de responsabilité, de propriété des données, etc. Donc ça, c'est des sujets qui sont primordiaux pour nous, notamment lorsqu'on pense à des innovations telles que la conception générative, qu'on appelle le generative design, ou qui se base donc sur l'intelligence artificielle, le machine learning, etc. Ça veut dire qu'en fait, on va être forcément obligé de s'appuyer avec un consentement, bien entendu, mais sur des données. Alors que ce soit des données qui nous appartiennent, nous, en tant que concepteurs, ou si l'éditeur ou les éditeurs décident demain de faire du generative design, de toute façon, il faudra forcément qu'ils le fassent en partenariat avec des gens qui sont propriétaires de données. On le voit, de toute façon, la tendance, c'est à l'open data. On le voit bien avec, depuis le début de cette année, les données d'hygiène qui sont maintenant obligatoirement open source, etc. On va être de plus en plus confronté à ce type de problématique. Nous, dans nos solutions, notamment pour la partie géospatiale, on a besoin d'aller récupérer, d'aller chercher des données, et la question de la responsabilité se pose en permanence. Mais par rapport à ce que vous disiez finalement, il y a un problème sur telle maquette BIM, ou alors on se fait voler les données, etc. La responsabilité, elle est, je dirais qu'elle est en cascade, parce que effectivement,
Un BIM manager va stocker ses données sur un serveur. Ce serveur, typiquement, il va s'appuyer sur des data centers qui appartiennent soit à Amazon, soit à OVH, soit à Microsoft, etc. Donc, qui finalement a la responsabilité de la sécurité de ces données? C'est une responsabilité, je pense, qui est partagée, qui est en cascade, et je ne pense pas qu'il puisse y avoir un acteur plus qu'un autre. Par contre, cette notion de BIM, il ne faut pas que ça dédouane les gens de leurs responsabilités. Parce que imaginez que pour faire du BIM, on doit travailler uniquement en mode SaaS et cloud, c'est une erreur. Déposer toutes ces données sur des serveurs cloud déportés et ne pas en avoir une copie en local à plusieurs endroits, c'est une erreur d'organisation et de stratégie énorme que ne devra pas faire le secteur. D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel Giacomo. Alors, si j'ai bien compris, demain, avec l'intelligence artificielle, le machine learning, se posera peut-être aussi pour les assureurs et les autres acteurs la responsabilité des robots. Je laisse ça là. On va tout de suite voir s'il y a eu des questions-réponses sur YouTube et aussi dans la salle. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à lever la main. C'est maintenant. Alors, un petit signe en régie. Est-ce qu'on a eu des questions-réponses? Pas de questions-réponses en régie. Dans la salle, est-ce que pour les personnes présentes, personne ne prend la responsabilité de poser une question? En un mot, Julien Mercier, en concluant notre préparation collective de ce rendez-vous aujourd'hui, on en est arrivé à une conclusion finalement, c'est que ce type de dialogue, finalement, entre des acteurs qui se côtoient, mais plutôt de manière cloisonnée habituellement ou non collaborative, comme on le fait aujourd'hui autour de cette table ronde, c'est peut-être une solution demain à poursuivre pour avancer sur le sujet des impacts juridiques du BIM. En tout cas, est-ce que la Fédération Sinov a vocation, par exemple, à mobiliser comme ça et à se saisir de dossiers et à mobiliser des acteurs autour de cette problématique? Alors, je dirais même que le sujet va au-delà du BIM, puisque aujourd'hui, on parle vraiment du numérique au sens large et de tous les impacts que ça peut avoir. Emmanuel parlait tout à l'heure du generative design, c'est des choses aussi sur lesquelles on travaille, on essaie d'imaginer le devenir, sachant qu'une fédération professionnelle, elle est là effectivement pour fédérer ses adhérents et les différents métiers, mais aussi les autres organismes professionnels, la FFB, la CAPEB, etc., qu'on fait d'ailleurs au travers d'ADN Construction. Et je pense que là, on touche du doigt un véritable problème, parce qu'on avance effectivement sur les technologies, on avance sur les formations, etc. Mais je pense que ce problème juridique doit être traité, mais collectivement, parce que la Fédération Sinov n'a pas la science infuse non plus. Nous, on a décidé de parler de ce sujet aujourd'hui pour entrouvrir une porte, associer des compétences et des sachants, que ce soit au niveau des assurances, les avocats et autres. Maintenant, il reste tout à faire, parce que la conclusion, moi je dirais, c'est qu'on a mis le doigt sur un vrai problème. Je crois que tout le monde a sa vérité. La vérité est un peu partout, et je pense que le juge de paix, ce sera le juge. Et elle évolue en plus, la vérité, avec le BIM. Et donc, il faut qu'il y ait, à mon avis, effectivement, un vrai groupe de travail qui se monte. On en a déjà parlé, d'ailleurs, avec les partenaires de la table ronde. Je pense qu'on a un vrai sujet, et j'invite d'ailleurs les personnes qui y sont intéressées, organisations professionnelles et autres, à nous rejoindre, parce que c'est un vrai problème de fond. Il y a de la normalisation qui va nous aider. On parlait de l'ISO 19650. Il y a déjà des choses qui existent. On peut s'appuyer dessus. Mais on a aussi nos problématiques, je dirais, franco-françaises, nos façons de travailler qui sont propres à nos métiers. Et il ne faut pas qu'on passe à côté, parce que je pense que je ne suis pas spécialiste du sujet, mais je pense que les risques sont réels en termes de pénal, au niveau pénal. Je pense qu'il y avait vraiment des vrais risques, et on peut passer à côté de... Je pense que si simplement on discutait ensemble et qu'on écrive ce qu'on a dit tout à l'heure, les règles, les contrats, je pense qu'il n'y a pas... Le travail n'est pas si gros que ça, mais il faut simplement qu'on se mette autour de la table et qu'on se dise les choses tout simplement, et voilà, que les choses soient claires pour tout le monde. Dans l'esprit collaboratif du BIM. Oui, exactement. Merci beaucoup. Merci Olivier Lefebvre, merci Julien Mercier, merci David Richard et Emmanuel Di Giacomo d'être restés avec nous. Alors évidemment, vous restez comme nos invités aujourd'hui en ligne avec nous, si vous le souhaitez, si vous le pouvez. On se retrouve dans un bon quart d'heure. On fait une petite pause. Dans un quart d'heure, donc à partir de 16h, on se retrouve pour 2 retours d'expérience et 2 témoignages de start-up, évidemment engagés dans l'utilisation des données, notamment dans le domaine de la construction du bâtiment. À tout à l'heure, après la pause, à 16h. Merci.